Juin 2022. Groß-Bliedersdorf, une petite commune paisible à la frontière franco-allemande. Sous le ciel d'été, des ouvriers détachent lentement les immenses lettres rouges d'une façade vieillissante. Le mot record tombe, lettre par lettre, dans un silence lourd et résigné. C'était le tout dernier magasin à porter ce nom sur la planète. Pourtant, un demi-siècle plus tôt, cette enseigne ne se contentait pas d'exister, elle régnait. Né en 1967, Record a été l'un des véritables pionniers de l'hypermarché en France. À son apogée, ces immenses temples de la consommation illuminaient les banlieues, rythmant les samedis d'innombrables familles. C'était l'âge d'or des chariots débordants et du slogan familier « Comptez sur nous ». Aujourd'hui, l'illusion s'est dissipée. Des parkings vidés de leurs rires d'enfants, des allées autrefois grouillantes de vie, désormais avalées par les ombres, et un empire méthodiquement démembré par ses propres rivaux. Comment un titan du commerce, pilier du miracle économique français, a-t-il pu être découpé en morceaux pendant des décennies? Et par quel miracle étrange cet unique magasin frontalier a-t-il pu survivre seul, telle une anomalie oubliée par le temps, alors que la marque mère avait disparu depuis près de 30 ans? Voici l'histoire de Record. De son ascension vertigineuse à sa mise à mort silencieuse dans le froid des salles de conseil d'administration, découvrez la chute du dernier dinosaure de la grande distribution française. France 1967. Le pays est en pleine métamorphose, porté par l'élan irrésistible des 30 Glorieuses. L'économie tourne à plein régime, les salaires augmentent et, dans les allées des villes, un nouveau son rythme le quotidien, le ronronnement des moteurs de voitures. La classe moyenne française découvre les joies de l'automobile, de l'électroménager et du confort moderne. C'est dans cette atmosphère d'effervescence que se dessine l'une des aventures commerciales les plus audacieuses du siècle. L'histoire de Record ne commence pas dans une froide salle de marché parisienne, mais à Nantes, au cœur d'une dynastie familiale, la famille Decrès. Depuis des décennies, les Decrès sont les maîtres incontestés du commerce de centre-ville. Leur grand magasin nantais est une institution, un temple élégant où l'on vient flâner, admirer les vitrines et acheter à la pièce. Cependant, Émile Decrès, l'héritier visionnaire de la famille, observe un monde qui change. Il remarque l'engorgement des centres-villes, le manque cruel de places de stationnement et surtout l'émergence d'un besoin nouveau. Les familles veulent acheter plus vite et moins cher. C'est ici qu'intervient la dissonance cognitive qui va tout changer. Alors que ses concurrents s'accrochent à l'élégance rassurante des boutiques urbaines, Émile Decrès regarde vers l'inconnu, la banlieue. Une idée folle, presque insensée pour l'époque, germe dans son esprit. Pourquoi ne pas rassembler absolument tout, de la boîte de petits pois au poste de télévision, en passant par les vêtements, sous un seul et même toit gigantesque, entouré d'un parking démesuré? Le concept de l'hypermarché en est encore à ses balbutiements en France. Carrefour vient tout juste d'ouvrir le premier à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963. Pour beaucoup d'observateurs, c'est une anomalie, un modèle américain qui ne s'implantera jamais dans la patrie des petits commerçants et des marchés de quartier. Mais Émile Decrès est convaincu du contraire. Il parie l'héritage, la réputation et les finances de sa famille sur cette vision radicale. En 1967, le premier magasin Record sort de terre à Saint-Herblain, en périphérie de Nantes. Les chiffres donnent le vertige. 5000 mètres carrés de surface de vente, qui seront rapidement portés à 6500 mètres carrés. C'est, à ce moment-là, le deuxième plus grand hypermarché de France et le quatrième à voir le jour sur le territoire national. La prise de risque est monumentale. Les banquiers sont sceptiques. Les critiques prédisent un désastre. Pourquoi les ménagères françaises accepteraient-elles de conduire plusieurs kilomètres hors de la ville, au milieu de nulle part, simplement pour faire leurs courses? Pourtant, le jour de l'inauguration, la tension cède la place à un triomphe absolu. L'effet de curiosité attire les foules. Les clients découvrent, ébahis, des allées larges, des chariots métalliques immenses que l'on pousse soi-même, et une abondance de produits défiant toute concurrence. L'absence de vendeurs derrière chaque comptoir, loin de déshumaniser l'expérience, offre une liberté inédite. Les familles entières viennent y passer leur samedi, transformant une corvée domestique en une véritable sortie de loisirs. La marque Record n'a pas été choisie au hasard. Elle évoque la performance, la modernité,
l'ambition de briser les codes établis. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Le magasin de Saint-Herblain ne se contente pas de vendre des produits, il vend un nouveau mode de vie. Le succès est si foudroyant que la famille Decré comprend rapidement une chose. Ils détiennent entre leurs mains une formule magique, un modèle capable de conquérir l'ensemble du territoire français. Mais une question vertigineuse se pose alors. Comment une seule famille nantaise, aussi brillante soit-elle, peut-elle financer et gérer l'ouverture de dizaines de mastodontes de béton à travers toute la France, avant que la concurrence ne s'empare de l'idée? Émile Decré sait que la fenêtre de tir est étroite. Pour grandir vite, il va devoir faire des alliances. Des alliances qui, si elles promettent de bâtir un empire, sèmeront aussi, sans le savoir, les toutes premières graines de sa destruction. Le succès foudroyant de Saint-Herblain a prouvé une chose. Le concept d'hypermarché fonctionne au-delà de toutes les espérances. Mais avec ce triomphe vient une urgence absolue, presque suffocante. La France des années 1960 est un vaste territoire vierge pour la grande distribution, mais la famille Decré n'est pas seule sur la ligne de départ. Carrefour accélère son développement, Auchan affûte ses armes dans le Nord. Si Record veut devenir le roi incontesté de la consommation de masse, il faut agir vite, très vite. Il faut planter des drapeaux avant les autres. Le problème qui se pose alors est mathématique. Construire des cathédrales de béton de 10 000 mètres carrés, acheter des terrains immenses en périphérie et remplir des kilomètres de rayonnage coûte une fortune. La famille Decré, malgré sa puissance financière nantaise, ne peut pas financer seule une expansion nationale simultanée. C'est ici que se joue un coup de poker magistral, une stratégie qui va propulser la marque au sommet, mais qui, paradoxalement, scellera aussi son destin. Plutôt que de tout posséder en propre, Émile Decré opte pour un système d'alliances stratégique audacieuse. Il décide d'exporter l'enseigne Record, son savoir-faire, son logo et sa méthode, en s'associant avec de puissants groupes régionaux de distribution. C'est la naissance d'un réseau tentaculaire. À l'ouest, Record s'associe avec les comptoirs modernes pour créer la Sogramo. Dans le centre-est, l'enseigne s'allie avec le groupe Genty Cathyard. À l'est et au sud, c'est le groupe Arlo et d'autres acteurs locaux qui prennent le relais. Le résultat est spectaculaire. En l'espace de quelques années seulement, l'enseigne aux grandes lettres rouges envahit le paysage français. Du Mans à Angers, en passant par la vallée du Rhône et l'Alsace-Lorraine, les hypermarchés Record poussent comme des champignons. Et à chaque inauguration, c'est la même frénésie, le même choc culturel. Des embouteillages monstres se forment sur les routes départementales, obligeant la gendarmerie à réguler la circulation. Les foules se pressent pour découvrir ces immenses surfaces où la lumière crue des néons se reflète sur des sols immaculés. Record ne vend pas seulement de l'alimentation. L'enseigne vend le rêve de l'abondance moderne. Sous le slogan devenu mythique « Comptez sur nous », les hypermarchés deviennent le cœur battant de la société de consommation. On y trouve absolument tout, de la viande fraîche à la coupe, des vêtements à la mode, des tourne-disques, du mobilier de jardin, des pneus pour la voiture familiale, et même de vastes cafétérias où l'on déjeune en famille. Pour les Français des Trente Glorieuses, aller chez Record n'est plus une corvée, c'est un véritable rituel hebdomadaire. C'est la grande sortie du samedi. Les enfants supplient leurs parents de s'attarder au rayon des jouets, tandis que les ménagères s'émerveillent devant les premiers produits surgelés. L'hypermarché devient un lieu de vie, un point de repère dans l'urbanisme de la banlieue. À son apogée, au début des années 1970, l'empire Record semble totalement invincible. La marque est profondément gravée dans l'inconscient collectif de millions de consommateurs. Elle a synonyme de prix bas, de choix infini et d'une modernité triomphante. Les directeurs de ces immenses magasins sont perçus comme de véritables notables locaux, régnant sur des centaines d'employés, des caissières en uniforme au boucher, en passant par les cohortes de manutentionnaires. L'enseigne génère des milliards de francs de chiffre d'affaires cumulés. La conquête du territoire est une victoire éclatante. Record est pour beaucoup le visage même de l'hypermarché à la française. Cependant, il existe une règle cruelle dans le monde des affaires. Ce qui vous fait grandir trop vite est souvent ce qui finit par vous tuer. C'est ici qu'intervient une dissonance fatale, une tension invisible pour le grand public. Pour le consommateur qui pousse son chariot dans les allées, Record est une seule et même grande famille, une entreprise nationale unifiée, forte et cohérente.
Mais la vérité financière est diamétralement opposée. En coulisses, Record est un monstre de Frankenstein, un colosse aux pieds d'argile. L'empire n'est absolument pas centralisé. Il est morcelé entre différents barons régionaux qui, bien qu'ils arborent le même logo rouge sur leur façade, ont des intérêts profondément divergents. La Sogramo gère ses marges de son côté. Le groupe Arlo a sa propre vision stratégique. Genty Cathyard obéit à ses propres actionnaires. Il n'y a pas de centrale d'achat nationale suffisamment unifiée pour faire trembler les fournisseurs sur le long terme, contrairement au modèle ultra-intégré et impitoyable que Carrefour est en train de bâtir. La famille Decré, bien qu'elle ait allumé l'étincelle de ce prodige commercial, se retrouve à la tête d'une coalition hétéroclite, presque impossible à gouverner avec une poigne de fer. Les franchisés et les partenaires commencent à réaliser une chose dangereuse. Ils ont certes emprunté le nom Record, mais ce sont eux qui possèdent les murs, la clientèle locale et le pouvoir réel. La lune de miel de l'expansion touche à sa fin. Alors que les années 1970 avancent, le marché de la grande distribution française s'apprête à entrer dans une phase de consolidation et une guerre des prix d'une violence inouïe. Et dans ce combat à mort qui s'annonce, la structure fragmentée de Record ne sera pas une armure, mais une faille béante. Le piège vient de se refermer. L'Empire Record ne le sait pas encore, mais il est sur le point de subir les premières morsures de ses prédateurs. Au début des années 1970, le paysage commercial français a définitivement basculé. L'hypermarché n'est plus une anomalie fascinante ou une expérience audacieuse. Il est devenu le nouveau standard absolu de la consommation de masse. La période de l'expansion pacifique, où il suffisait d'ouvrir une grande boîte en tôle au milieu d'un champ pour attirer des milliers de clients, touche à sa fin. Désormais, le territoire est quadrillé. Les zones de chalandise commencent à se chevaucher. La guerre des prix brutale et sans merci vient d'être déclarée. Dans cette nouvelle arène, les règles du jeu changent radicalement. Pour survivre, il ne suffit plus d'être grand. Il faut être unifié, impitoyable et capable de faire plier les grands fournisseurs industriels pour obtenir les prix les plus bas du marché. C'est précisément là que l'architecture complexe de l'Empire Record, ce réseau d'alliances régionales qui avait permis sa croissance fulgurante, révèle sa véritable nature. Une faille sismique prête à engloutir la marque. Face à Record, les prédateurs ont affûté leurs armes. Dans le nord, la famille Mullier consolide la forteresse Auchan avec une discipline de fer. Mais la véritable menace, le rouleau compresseur de cette décennie, porte un nom. Carrefour. Les inventeurs du concept de l'hypermarché opèrent selon un modèle radicalement différent de celui de la famille Decré. Carrefour est ultra centralisé. Chaque décision, chaque négociation d'achat, chaque campagne publicitaire est dictée par une direction unique et implacable. Chez Record, au contraire, la cacophonie s'installe. Les différents barons régionaux, la Sogramo à l'ouest, Genty Cathyard dans le centre, le groupe Arlo à l'est, peinent à s'accorder. Les réunions stratégiques se transforment en affrontements d'égos et d'intérêts divergents. Sans une centrale d'achat unique et puissante, Record achète ses marchandises plus chères que Carrefour. Et dans la grande distribution, une différence de quelques centimes sur une boîte de conserve ou un paquet de lessive multiplié par des millions de clients fait la différence entre la vie et la mort. Puis, entre 1971 et 1972, l'impensable se produit. Le premier coup de grâce n'est pas porté par une baisse de fréquentation des clients, ni par une crise économique, mais par un raid financier glaçant de pragmatisme. Les dirigeants de Carrefour ont compris une loi fondamentale du capitalisme moderne. Pourquoi dépenser des millions et perdre des années à obtenir des permis de construire pour de nouveaux magasins, alors qu'il suffit de racheter les bastions les plus rentables de ses concurrents? Leur cible est stratégiquement choisie, la Sogramo, l'alliance fondatrice de Record avec les comptoirs modernes. La manœuvre s'opère dans le feutré des conseils d'administration, loin des allées grouillantes de clients. Carrefour entre au capital, prend des participations stratégiques et bouscule l'équilibre des pouvoirs. La famille Decré peut être consciente de ses propres limites financières face au monstre qu'est devenu le marché, ou peut être piégée par des accords contractuels complexes, cède du terrain. Pour le grand public, le choc est d'une violence inouïe. Du jour au lendemain,
Dans plusieurs grandes villes de l'ouest de la France, les clients fidèles de Record se heurtent à une vision surréaliste. Des ouvriers s'activent sur les parkings, équipés de grues et de chalumeaux. Ils démontent les immenses lettres rouges de l'enseigne Record. À la place, ils hissent la célèbre hallebarde bleu, blanc, rouge de Carrefour. L'incompréhension est totale. Les parkings étaient toujours pleins. Les chariots débordaient toujours autant. Les caissières n'avaient jamais cessé d'encaisser les francs des ménagères. D'un point de vue purement commercial, ces hypermarchés étaient des triomphes éclatants. Et pourtant, on effaçait leur nom. C'est une forme de dissonance cognitive brutale pour le consommateur des Trente Glorieuses. Les Français découvrent avec stupeur que dans ce nouveau monde de la grande distribution, un magasin bien aimé et financièrement florissant peut être exécuté sur le champ. La survie d'une marque ne dépend plus de l'amour de ses clients ou de la qualité de son service, mais de la répartition de ses parts de marché et des signatures au bas de contrats opaques. Le changement d'enseigne des meilleurs magasins Sogramo n'est pas un simple revers, c'est une hémorragie fatale. En perdant une partie de son territoire historique de l'Ouest, Record perd non seulement du chiffre d'affaires, mais surtout sa crédibilité nationale. L'illusion d'invincibilité de la famille Decré est brisée. Les autres partenaires du réseau, observant le logo Carrefour remplacer celui de Record sur les façades, comprennent immédiatement le message. La loyauté à la marque n'est plus qu'une question de temps. Le loup est entré dans la bergerie et l'odeur du sang attire déjà d'autres prédateurs. Ce n'était pas un accident de parcours. C'était le prologue du grand démantèlement. Il existe plusieurs façons pour une entreprise de mourir. La plus spectaculaire est la faillite, un effondrement brutal et public, avec ses grilles fermées du jour au lendemain et ses employés en larmes devant les caméras de télévision. Mais la mort de Record ne ressemblera en rien à cela. Ce qui va se jouer de la fin des années 1970 jusqu'au cœur des années 1980 est beaucoup plus clinique, beaucoup plus silencieux et d'une certaine manière, beaucoup plus cruel. C'est un démantèlement, une exécution par mille entailles. Après l'incursion foudroyante de Carrefour dans la Sogramo, l'illusion de l'invincibilité de Record s'est dissipée. La famille Decré, à Nantes, observe avec amertume les fondations de son empire se fissurer. Émile Decré et ses proches avaient conçu le modèle de l'hypermarché en misant sur l'audace et l'esprit d'entreprise familiale. Mais le marché de la grande distribution a muté. Il est devenu une industrie lourde, dominée par des ingénieurs financiers, des centrales d'achat titanesques et des actionnaires impitoyables. La guerre des prix exige des capitaux colossaux que les Decré ne peuvent plus mobiliser seuls. La fatigue s'installe. Le fardeau de maintenir une coalition hétéroclite de franchisés régionaux devient insoutenable. Acculée, la famille fondatrice prend la décision la plus douloureuse de son histoire. Lâcher prise. Pour sauver ce qui peut l'être du patrimoine financier familial, les Decré commencent à céder leurs propres magasins, ceux-là même qui avaient lancé la révolution Record dans l'ouest de la France. L'acheteur n'est autre que le puissant groupe Dox de France. Cette entreprise, redoutable d'efficacité, possède sa propre arme dans la guerre des hypermarchés, l'enseigne Mammouth. La transaction est rapide, froide, irrévocable. Les contrats sont signés et, une fois de plus, le ballet funèbre des ouvriers sur les parkings recommence. Pour les habitants de Nantes, du Mans ou d'Angers, la scène provoque une profonde dissonance cognitive. Le grand magasin de Saint-Herblain, ce berceau historique de 1967, ce fleuron qui avait fait la fierté de toute une région, est débaptisé. Le rouge flamboyant de Record est arraché des façades pour être remplacé par le logo pachydermique de Mammouth. À l'intérieur des magasins, rien ne semble avoir changé. Les mêmes caissières sourient aux mêmes clients. Les mêmes bouchers découpent la viande. Les chariots roulent toujours sur le même carrelage. Mais l'âme a disparu. La marque Record est littéralement avalée de l'intérieur. Ce processus d'absorption est d'une violence symbolique inouïe. Les magasins ne ferment pas car ils sont extrêmement rentables. Ils sont simplement confisqués à leurs créateurs pour nourrir la croissance d'un rival. En l'espace de quelques années, la marque Record est totalement éradiquée de sa terre natale, l'ouest de la France. Mais si le cœur de l'Empire a cessé de battre, les membres éloignés, eux, continuent de s'agiter dans une survie désespérée. Alors que l'Ouest capitule et s'efface sous les couleurs de Mammouth et Carrefour,
Le reste du puzzle record commence à se disloquer. L'enseigne n'est plus un paquebot national majestueux, c'est un archipel d'îles à la dérive où chaque baron régional tente de sauver sa propre peau. Dans la vallée du Rhône et le sud, la situation se dégrade rapidement. Sans le leadership de la famille Decrès et face à la montée en puissance de la famille Mullier, les partenaires régionaux cèdent à la panique. Auchan, tel un rouleau compresseur venu du Nord, déploie ses immenses surfaces et sa politique de prix écrasante. Ne pouvant lutter à armes égales, plusieurs opérateurs indépendants sous franchise record jettent l'éponge. Auchan rachète les emplacements les plus stratégiques de la région Rhône-Alpes. Le nom record disparaît des tickets de caisse de Lyon et de ses environs, remplacé par le rouge et vert de l'oiseau Auchan. Pourtant, dans ce naufrage généralisé, une poche de résistance inattendue se forme à l'Est. Le groupe Arlo, un puissant franchisé qui opère une flotte d'hypermarchés record en région Rhône-Alpes et Bourgogne, et qui se rebaptisera plus tard Hyparlo, refuse de laisser mourir la marque. Pour la direction d'Arlo, Record bénéficie encore d'un capital sympathie énorme auprès des consommateurs de l'Est. Il décide de ramer à contre-courant. En 1987, dans un ultime sursaut d'orgueil, le groupe tente même de relancer la machine. Pour redonner une identité forte à une enseigne qui a perdu son unité nationale, ils prennent une décision audacieuse, la création de produits en marque propre. Pas moins de 185 produits du quotidien, de la farine aux produits d'entretien, sont lancés avec le logo Record fièrement imprimé sur l'emballage. C'est une stratégie désespérée pour recréer l'illusion d'une grande chaîne intégrée, pour murmurer aux clients « Regardez, nous sommes toujours là, nous sommes toujours grands ». Mais le marché ne pardonne pas les illusions. Fabriquer et distribuer des produits en marque propre coûte cher, très cher. Sans la puissance d'achat mutualisée de dizaines de magasins répartis sur tout le territoire national, les marges s'effondrent. Le groupe Arlo, bien qu'héroïque dans sa tentative de préserver le nom, voit ses dettes s'accumuler dangereusement. Les banques commencent à s'impatienter. Les fournisseurs, conscients de la fragilité de ce réseau morcelé, durcissent leurs conditions. La tension est à son comble. Les dirigeants de ces ultimes bastions régionaux savent que la fin est proche. Le démantèlement, initié près de 10 ans plus tôt, est sur le point d'achever son œuvre macabre. Record n'est plus qu'un fantôme qui hante les zones commerciales périphériques. Le nom survit encore sur quelques façades, mais le corps de l'entreprise est déjà froid. Les années 1990 approchent, apportant avec elles une nouvelle vague de fusions-acquisitions qui ne laissera aucune place aux survivants solitaires. L'effacement final est en marche. Les années 1990 s'ouvrent sur un paysage commercial français méconnaissable. L'époque bénie des pionniers, où l'on pouvait bâtir un empire sur une simple idée et beaucoup d'audace, est définitivement révolue. La décennie qui commence est celle de la grande consolidation européenne. Les règles ne sont plus dictées par des familles d'entrepreneurs locaux, mais par des conglomérats titanesques, des fonds d'investissement et une logique financière implacable. Dans ce nouveau monde, une marque qui n'a pas la taille critique à l'échelle nationale est condamnée à l'effacement. Le groupe Arlo, qui avait lutté avec l'énergie du désespoir pour maintenir l'enseigne Record en vie dans la région Rhône-Alpes et en Bourgogne, finit par se heurter au mur de la réalité. Leur tentative héroïque de lancer des produits en marque propre a épuisé leurs réserves. L'endettement est devenu un gouffre. Face à la pression écrasante de géants comme Carrefour, Auchan et Leclerc, l'indépendance n'est plus un acte de bravoure, c'est un suicide commercial. La décision tombe, lourde et inévitable. Au début de la décennie, le groupe Arlo hisse le drapeau blanc. Il signe un accord stratégique de ralliement avec Promodes, un autre monstre de la distribution française. La sentence est immédiate. 11 hypermarchés records, les derniers grands bastions du centre et du sud-est de la France, doivent changer d'identité. Ils abandonneront leur nom historique pour adopter celui de l'enseigne de Promodes, Continent. Une ironie cruelle du destin voudra que Continent soit elle-même avalée par Carrefour à la fin de la décennie, effaçant ainsi la trace de l'effaceur. Ce changement d'enseigne est un traumatisme silencieux, un processus que l'on appelle pudiquement dans les salles de conseil le rebranding, mais qui, sur le terrain,
ressemble à un gommage mémoriel méthodique. Imaginez la scène. La nuit tombe sur un vaste parking de la banlieue lyonnaise. Pendant que la ville dort, des nacelles s'élèvent le long de la façade. Les immenses lettres rouges de Record, familières depuis près de 20 ans, sont déboulonnées. À la place, on installe les lettres bleues et rouges de Continent. À l'intérieur, les équipes de nuit travaillent frénétiquement. Les étiquettes, les sacs de caisse, les uniformes des employés, les panneaux d'affichage, tout ce qui porte le logo Record est jeté dans de grandes bennes et remplacé. Le lendemain matin, à l'ouverture, le magasin est physiquement le même, mais son âme a été expurgée. Pour les employés de longue date, ceux qui avaient connu les années fastes, c'est un déchirement. Ils doivent désormais accueillir les clients au nom d'une autre entreprise, avec d'autres règles, d'autres chefs de rayon, et une culture d'entreprise souvent plus froide et standardisée. Pour les clients, c'est une forme de dissonance émotionnelle subtile. Les Français qui poussent leur chariot ce matin-là ont grandi avec Record. Leurs souvenirs d'enfance, la première bicyclette achetée, les courses de rentrée scolaire, l'odeur des poulets rôtis le samedi midi sont intrinsèquement liés à ce nom. Soudain, ce repère familier leur est arraché, non pas parce que le magasin était mauvais, mais parce qu'un conseil d'administration, à des centaines de kilomètres de là, a estimé que le nom « Record » ne générait plus assez de rentabilité. Pendant que le Sud et le Centre perdent leur couleur, l'hémorragie se poursuit à l'Est. La Société européenne de supermarchés, SES, un acteur majeur qui gérait plusieurs hypermarchés sous l'enseigne Record en Alsace et en Lorraine, cède à son tour face à la logique de concentration. Le groupe est progressivement absorbé par le groupe Louis Delhaize, propriétaire de l'enseigne Cora. Une fois de plus, le scénario se répète. Des courriers sont envoyés aux fournisseurs. Des équipes de transition sont dépêchées sur place. Et les lettres rouges tombent, remplacées par le nom Cora. Au milieu des années 1990, le constat est sans appel. Regardez la carte de France. L'Ouest, berceau historique de la famille Decré, a été repeint aux couleurs de Mammouth et Carrefour depuis longtemps. Le Sud et la région Rhône-Alpes ont été engloutis par Auchan et Continent. Et maintenant, l'Alsace-Lorraine passe sous la coupe de Cora. L'Empire n'a pas explosé. Il a été lentement et méticuleusement digéré. La marque Record, jadis un emblème national de la modernité, l'un des pionniers absolus du modèle de l'hypermarché en France, a été rayée de la carte. Elle n'existe plus dans les statistiques nationales, elle a disparu des écrans publicitaires, et elle est lentement oubliée par les jeunes générations. Pour les analystes financiers et la presse économique de l'époque, l'histoire de Record est terminée. Le dossier est classé. La marque est morte. Mais dans le monde complexe et parfois absurde de la grande distribution, la logique centralisée laisse parfois échapper des anomalies géographiques. Alors que la France entière croyait l'enseigne définitivement morte et enterrée, un phénomène totalement inexplicable était en train de se produire, là-bas, aux frontières de l'Est. Un phénomène qui allait transformer la fin de cette histoire banale de rachat d'entreprise en une véritable légende du commerce de détail. L'effacement n'était en réalité pas tout à fait total. À l'aube des années 2000, pour l'immense majorité des Français, l'enseigne Record n'est plus qu'un souvenir lointain, une relique des 30 Glorieuses rangée dans la même boîte à nostalgie que les francs, le Minitel ou les vieilles publicités de l'ORTF. Sur les cartes stratégiques de la grande distribution nationale, la marque a été officiellement éradiquée. Le berceau de l'Ouest appartient à Carrefour, le Sud a été conquis par Auchan, et les alliances régionales ont toutes été pulvérisées. L'histoire semblait avoir scellé le tombeau de la famille Decré. Pourtant, dans le monde froid et hyper rationalisé des fusions-acquisitions, il arrive parfois que la bureaucratie engendre des anomalies fascinantes. Alors que la France entière croyait la marque disparue, un phénomène totalement improbable était en train de se jouer dans une région bien précise. L'Est, et plus particulièrement en Moselle et dans le Bas-Rhin. Pour comprendre ce miracle paradoxal, il faut se pencher sur les coulisses du rachat de la Société européenne de supermarchés, SES, par le puissant groupe belge Louis Delhaize, propriétaire de l'enseigne Cora. La stratégie de Louis Delhaize à l'époque est d'une simplicité brutale, basée sur une segmentation stricte. Dans leur portefeuille,
il possède deux armes principales. D'un côté, les hypermarchés Cora, des mastodontes de béton de 8 000 à 15 000 mètres carrés, conçus pour écraser la concurrence sur d'immenses zones de chalandise. De l'autre, les supermarchés Match, de petites surfaces de proximité, de 1 000 à 2 000 mètres carrés, ancrés dans les centres-villes ou les quartiers résidentiels. Lorsque le groupe absorbe le réseau de la SES en Alsace-Lorraine, la directive est claire. Tous les anciens magasins Record doivent être rebaptisés. Ceux qui sont immenses deviendront des Cora. Ceux qui sont petits deviendront des Match. Le plan est parfait sur le papier. Les lettres rouges commencent à tomber dans toute la région. Mais la réalité du terrain vient soudain enrayer la machine. Les ingénieurs financiers découvrent un problème de taille avec une poignée de magasins frontaliers, notamment à Saint-Avold et à Groß-Bliedersdorf. Ces magasins ont été construits dans les années 1970 avec une surface hybride tournant autour de 4 000 à 5 000 mètres carrés. C'est ici que se crée la faille temporelle. Ces surfaces sont beaucoup trop vastes et complexes à gérer pour être reléguées au rang de simples supermarchés Match. Mais, inversement, elles sont trop petites, trop étriquées pour justifier les millions de francs d'investissement nécessaires pour les transformer en hypermarchés. Cora digne de ce nom. Les agrandir est impossible. Les terrains sont coincés entre des routes départementales et des contraintes topographiques strictes. Que faire de ces bâtards architecturaux qui ne rentrent dans aucune case du tableur Excel de la direction? La décision qui va suivre n'est dictée par aucun sentimentalisme, aucune volonté de préserver le patrimoine historique de la distribution française. C'est une décision purement comptable, d'un cynisme presque magnifique. Les dirigeants de Louis Delhaize concluent que changer l'enseigne de ces magasins hybrides coûterait plus cher que ce qu'il ne rapporterait à court terme. La solution de facilité est adoptée. On ne touche à rien. Par ce simple coup de tampon bureaucratique, quelques magasins de l'Est sont condamnés à conserver l'enseigne Record. Ce qui se met alors en place est une situation d'une ironie mordante. Ces magasins deviennent des vaisseaux fantômes. La marque Record survit, mais elle est totalement orpheline. Il n'y a plus de centrale d'achat nationale Record. Il n'y a plus de direction marketing. Il n'y a plus aucun spot publicitaire à la télévision ou à la radio portant le nom de l'enseigne. Les tracts qui atterrissent dans les boîtes aux lettres de la région sont souvent bricolés localement ou reprennent discrètement l'assortiment de Cora sans oser prononcer son nom. Pour les habitants de Saint-Avold ou de Groß-Bliedersdorf, c'est une anomalie quotidienne. Franchir les portes de ces magasins à la fin des années 1990 et au début des années 2000, c'est pénétrer dans une capsule temporelle. L'immense logo rouge, légèrement délavé par les intempéries, trône toujours fièrement sur le parking. À l'intérieur, les employés portent des uniformes qui semblent figés dans une époque révolue, bien que les produits sur les étagères soient ceux du catalogue Cora. C'est une survie étrange, silencieuse, déconnectée du reste du pays. Record, l'ancien empire qui faisait trembler Carrefour, est devenu un petit village gaulois assiégé non pas par les Romains, mais par le temps lui-même. Pendant des années, ces derniers bastions vont résister, portés par une clientèle locale fidèle et par la simple inertie de leur groupe propriétaire. Mais l'horloge tourne. En 2008, la logique de rationalisation finit par rattraper le magasin de Saint-Avold, qui baisse définitivement le rideau. Le couperet est tombé. La France entière, et le monde avec elle, ne comptent désormais plus qu'un seul et unique magasin portant le nom de Record. Un dernier dinosaure isolé à l'extrême frontière de l'Hexagone. Groß-Bliedersdorf. Et l'histoire de cette ultime forteresse sera encore plus invraisemblable que tout ce qui a précédé. L'année 2008 marque un tournant crépusculaire dans cette lente agonie. À quelques dizaines de kilomètres de là, le magasin Record de Saint-Avold, affaibli et ne justifiant plus son exception culturelle aux yeux de la direction du groupe Cora, Louis Delhaize, baisse définitivement le rideau. Ces lettres rouges sont démontées sans cérémonie, rejoignant le cimetière invisible de la grande distribution française. La sentence semble définitive. Le monde est désormais vide de l'Empire Record, ou presque, car au même moment, à Groß-Bliedersdorf, le miracle s'obstine. Ce nom à rallonge, complexe à prononcer, désigne une petite bourgade mosellane de quelques milliers d'âmes, blottie contre la frontière allemande. C'est ici, sur les rives de la Sarre,
que se dresse l'ultime hypermarché record de la planète. L'unique survivant, le dernier dinosaure. La situation est fascinante d'absurdité. Comment ce magasin, isolé au bout du monde, totalement coupé de toute chaîne logistique portant son nom, peut-il encore exister alors que sa marque mère a été anéantie depuis près de 20 ans? L'anomalie de Grossbliederstroff n'est pas le fruit d'une résistance romantique, ni de la nostalgie assumée de ses dirigeants. Dans l'arène impitoyable de la grande distribution, l'émotion ne paie pas les factures. La survie de cet hypermarché repose sur un calcul économique glacial et un paradoxe géographique exceptionnel. La frontière allemande n'est pas qu'une ligne imaginaire sur une carte, elle est située littéralement à un jet de pierre du parking. De l'autre côté du pont se trouve l'Allemagne, et notamment le bassin de vie de Saarbrück. Pour les consommateurs allemands, venir faire ses courses en France n'est pas une nouveauté, c'est une tradition tenace. Chaque vendredi soir et samedi matin, les plaques d'immatriculation allemandes envahissent le bitumusé du parking de Grossbliederstroff. Ces clients viennent y chercher des produits bien spécifiques, des eaux minérales en bouteilles plastiques, soumises à de lourdes consignes de l'autre côté du Rhin, du vin français, de la charcuterie à la coupe, des fromages affinés et une certaine idée de la gastronomie hexagonale. Or, pour ces milliers d'acheteurs transfrontaliers, cette France de la consommation porte depuis toujours un seul et unique nom: Record. Les experts en marketing du groupe propriétaire ont étudié la question à maintes reprises. La logique de l'entreprise voudrait qu'ils uniformisent à l'enseigne pour rationaliser les coûts publicitaires et l'image de marque. Mais les enquêtes de terrain révèlent un danger mortel. Près de 30% du chiffre d'affaires du magasin de Grossbliederstroff repose sur cette clientèle allemande. Et ces clients fidèles ne connaissent pas l'enseigne Cora. Pour eux, le grand panneau rouge Record est un phare, une habitude, un repère absolu. La direction financière prend alors peur. Si l'on démonte l'enseigne, les clients allemands risquent d'être désorientés. Ils pourraient croire à un changement de propriétaire, à une modification des rayons ou à une baisse de la qualité, et finalement fuir vers d'autres concurrents frontaliers. La peur viscérale de perdre cette manne financière inestimable paralyse toute velléité de changement. Ainsi, par un caprice absolu du capitalisme de marché, la logique de rentabilité implacable qui avait méthodiquement détruit l'empire Record à travers toute la France est exactement la même logique qui, à Grossbliederstroff, se transforme en un bouclier d'invincibilité. Pour ne pas effrayer les Allemands, le magasin est condamné à ne pas changer. Il est condamné à rester figé dans le temps. Maintenu en vie artificielle par la peur de perdre sa clientèle germanique, l'hypermarché de Grossbliederstroff entame la décennie 2010 dans une posture surréaliste. Pénétrer dans ce magasin, c'est littéralement franchir le seuil d'une faille spatio-temporelle. À une époque où le commerce de détail subit les assauts fracassants du e-commerce, d'Amazon et de la numérisation à outrance, le Record de Grossbliederstroff ressemble à un bastion endormi de l'ancien monde. À l'extérieur, l'immense totem rouge, aux lettres légèrement affadies par les hivers rigoureux de l'Est, domine fièrement le paysage. C'est un point de repère pour les uns, une hallucination visuelle pour les autres. Les passionnés d'histoire de la grande distribution ou les simples voyageurs de passage écarquillent les yeux en apercevant ce logo qu'ils croyaient disparu depuis leur enfance. Des photos du bâtiment commencent à circuler sur les forums et les réseaux sociaux, entourés d'une aura de mystère urbain. Regardez, il en reste un, s'étonnent les internautes, fascinés par cette résilience absurde face au rouleau compresseur de la modernité. À l'intérieur, la dissonance cognitive est palpable à chaque mètre carré. L'enseigne sur la façade crie fièrement « Record », mais l'âme commerciale appartient secrètement à Cora. Les chariots métalliques que les clients poussent portent parfois de vieilles inscriptions usées. Mais sur les étagères, ce sont les produits de la marque distributeur Cora qui s'alignent. L'informatique interne du magasin est branchée sur les serveurs d'une autre entreprise. Les fiches de paie portent le nom d'entité juridique complexe. Mais la devanture, elle, ment par omission avec un éclat magnifique. Les prospectus promotionnels, distribués dans les boîtes aux lettres locales, arborent les couleurs de Record, mais avec des mises en page bricolées, presque artisanales,
totalement dépourvu de la puissance de feu d'une véritable agence de communication nationale. C'est ici que l'empathie pour ce lieu et ses occupants prend tout son sens. Il faut imaginer le quotidien des employés de Großbliederstroff. Des hommes et des femmes qui se lèvent chaque matin pour revêtir un uniforme portant le nom d'une entreprise fantôme. Certains d'entre eux travaillent là depuis 20, voire 30 ans. Ils ont connu l'époque où Record était une puissance nationale, où leur magasin n'était qu'un maillon d'une chaîne glorieuse qui s'étendait de Nantes à Lyon. Aujourd'hui, ils en sont les ultimes et uniques gardiens. Ils travaillent pour un empire qui n'existe plus que dans les limites de leur code postal. Il n'y a plus de grand séminaire national de l'entreprise. Il n'y a plus de spot publicitaire à la télévision clamant le vieux slogan « Comptez sur nous pour soutenir leurs ventes ». Ils sont tragiquement seuls, un équipage solidaire naviguant sur un vaisseau fantôme au milieu d'un océan d'indifférence corporatiste. Et pourtant, le miracle opère au quotidien. Le magasin tourne, les caisses enregistrent les euros, les transpalettes fendent les allées aux premières lueurs de l'aube pour réapprovisionner les rayons d'alimentation. La vie continue, protégée dans cette bulle anachronique. Le contraste est d'autant plus vertigineux que, pendant que les géants de la grande distribution déploient des drives automatisés, des caisses intelligentes et des applications mobiles ultra connectées, Großbliederstroff résiste par sa simple force d'inertie. Le magasin est devenu, malgré lui, un monument vivant de la consommation du XXe siècle, un musée accidentel où les frontaliers viennent simplement acheter leur dîner. Mais au fur et à mesure que les années 2010 s'étirent et laissent place aux années 2020, une ombre silencieuse commence à s'étendre sur la vallée de la Sarre. La frontière de l'exceptionnalité ne peut pas tenir éternellement face à la standardisation frénétique du XXIe siècle. La bulle est magnifique, mais elle est atrocement fragile. Une seule décision en haut lieu, un seul changement de direction au sein de la maison mère, et le fil d'Ariane qui retient un record à la vie pourrait être coupé net. Le dernier dinosaure a survécu à la météorite des années 90, mais il ignore encore qu'un âge de glace fatal est en train de se préparer dans l'ombre des bureaux parisiens. Nous sommes en 2022. Le monde du commerce a été irrémédiablement transformé par une pandémie mondiale, l'explosion fulgurante du e-commerce et une inflation galopante. Dans cet environnement économique hyper tendu, la rationalisation n'est plus une simple option stratégique pour les grands groupes de distribution. C'est une question de survie immédiate. Les chaînes d'approvisionnement doivent être unifiées, les campagnes publicitaires doivent être nationales, et surtout, l'écosystème numérique d'une marque, ses applications, ses programmes de fidélité dématérialisés, doit être identique du nord au sud du pays. Dans cette nouvelle équation d'une froideur mathématique absolue, l'exception de Großbliederstroff devient un problème insoluble. Maintenir en vie l'enseigne Record pour un seul et unique magasin coûte désormais beaucoup trop cher. Il faut imprimer des prospectus spécifiques, gérer une comptabilité à part, et il est strictement impossible d'intégrer ce magasin fantôme dans la stratégie digitale du groupe Cora. L'argument historique de la clientèle allemande, qui avait servi de bouclier pendant 14 longues années, finit par céder face à la pression de la direction financière de Louis Delhaize. Le calcul est refait. Le risque de perdre quelques acheteurs frontaliers est désormais jugé inférieur au coût de maintien de cette anomalie opérationnelle. La décision est entérinée au printemps. Le dernier dinosaure doit être abattu, non pas par une crise de la demande, non pas par une faillite retentissante, mais par une simple note de service interne exigeant l'harmonisation du réseau. L'annonce est faite aux employés du magasin. Le soulagement se mêle instantanément à la mélancolie. D'un côté, il n'y a pas de plan social, pas de licenciement, pas de liquidation judiciaire. Les emplois sont préservés et la structure continuera de fonctionner. Mais de l'autre, c'est un véritable deuil psychologique. Pour les vétérans des rayons, ceux qui ont porté le polo rouge pendant des décennies, c'est l'effacement définitif de leur identité professionnelle. Ils vont devoir rendre les clés de l'histoire pour devenir un simple rouage anonyme de la machine Cora. Le processus de mise à mort est clinique, organisé et dépourvu de tout sentimentalisme. Juin 2022. Le soleil d'été frappe le bitume du parking de Großbliederstroff. Un périmètre de sécurité est installé devant l'entrée principale. Une nacelle élévatrice se positionne lentement le long de la façade vieillissante.
Il n'y a pas de caméra de télévision nationale, pas de journalistes parisiens pour couvrir l'événement, pas de discours officiel d'hommage. Juste le bruit métallique des outils et le bourdonnement du moteur de la grue. Lentement, les ouvriers s'attaquent à la structure. Les immenses lettres rouges, qui avaient bravé les décennies, les crises économiques et les rachats successifs, sont déboulonnées l'une après l'autre. Le R s'incline, puis tombe. Le E suit. Pendant quelques heures, la façade porte les cicatrices fantomatiques de la typographie, des traces de poussière accumulées, dessinant encore le mot « record » en négatif sur le mur blanc. Ce moment précis, ce démantèlement silencieux, marque la fin officielle et définitive d'une aventure commencée 55 ans plus tôt, en 1967, lorsque la famille Decré avait inauguré son temple de la consommation à Saint-Herblain. Le rêve d'Émile Decré, cet empire qui comptait jadis des dizaines de mastodontes répartis sur tout le territoire, s'éteint officiellement ici, dans le silence relatif d'une petite commune frontalière de Moselle. Lorsque les lettres de l'enseigne Cora sont finalement hissées pour remplacer celles de Record, la dissonance frappe de plein fouet la clientèle. Le vendredi soir suivant, les habitués allemands qui traversent pour la frontière se heurtent à la nouvelle façade. Certains marquent un temps d'arrêt au volant de leur voiture, perplexes. À l'intérieur, les murs sont identiques. Le carrelage est le même, mais la magie, ce petit supplément d'âme lié à la nostalgie, s'est évaporé. Record est mort, remplacé par un nom qui ne leur évoque rien, ou si peu. Cependant, dans cette exécution corporatiste se cache une ironie tragique, un ultime retournement de situation qui prouve à quel point l'arène de la grande distribution est cruelle. Les dirigeants de Cora, en effaçant Record, pensaient consolider leur propre empire et moderniser leur flotte. Mais ils ignoraient qu'ils étaient eux-mêmes déjà dans le viseur du prédateur alpha. À peine un an plus tard, en juillet 2023, la nouvelle tombe comme un couperet sur le marché financier européen. Le groupe Carrefour annonce le rachat total des activités de Cora en France, une absorption qui sera finalisée en 2024. La boucle temporelle se referme avec une symétrie presque effrayante. Dans les années 1970, c'est Carrefour qui avait porté le tout premier coup de poignard à l'Empire Record en lui arrachant la Sogramo et ses meilleurs magasins de l'Ouest. Un demi-siècle plus tard, ce même Carrefour finit par avaler l'entreprise qui venait tout juste d'achever le dernier magasin Record. Le rouleau compresseur n'épargne personne, pas même les fossoyeurs. La mort de Record à Großbliedersdorf n'est donc pas seulement la fin d'une marque. C'est le prologue de la disparition de Cora et le symbole brutal d'un marché où les identités régionales, les histoires familiales et les attachements populaires finissent toujours, inéluctablement, par être balayés par le monopole des géants. Aujourd'hui, si vous traversez la France en voiture, de l'ouest jusqu'à l'est, vous croiserez inévitablement l'héritage silencieux de la famille Decré. Les cathédrales de béton que Record a bâties dans les années 1960 et 1970 n'ont pas disparu de notre paysage. Le gigantesque hypermarché de Saint-Herblain, ce berceau historique inauguré en 1967, dresse toujours ses murs massifs en périphérie de Nantes. Les immenses points de surface de vente du Mans, d'Angers, de la vallée du Rhône ou d'Alsace accueillent toujours, chaque samedi, des dizaines de milliers de consommateurs. Les clients d'aujourd'hui se garent sur les mêmes immenses places de parking asphaltées, franchissent les mêmes sas de portes automatiques et arpentent les mêmes longues allées que leurs parents ou grands-parents avant eux. L'enveloppe physique, l'architecture même de ces zones commerciales est fondamentalement intacte. Mais l'âme du lieu, elle, a été méticuleusement et froidement effacée. Les façades portent désormais les noms de Carrefour, d'Auchan ou de Cora. Record n'est plus qu'un fantôme qui hante silencieusement les banlieues de l'Hexagone. L'histoire de Record n'est pas le récit classique et banal d'une entreprise qui a fait faillite parce qu'elle vendait de mauvais produits ou parce qu'elle s'est laissée distancer par l'innovation de ses concurrents. C'est au contraire l'histoire d'un succès foudroyant. Et c'est précisément ce succès, cette capacité à générer des flux d'argent colossaux, qui a attiré les prédateurs et causé sa perte. L'ascension vertigineuse et la chute de cette enseigne illustrent à la perfection la brutalité implacable de l'histoire de la grande distribution française. À l'origine de cette industrie, des familles d'entrepreneurs audacieux prenaient des risques insensés. Ils misaient leur fortune sur des concepts novateurs, défiaient les conventions urbaines et construisaient une relation de proximité,
presque charnels avec leur région. Ils ont inventé le commerce moderne avec une ferveur presque artisanale. Mais dès que le modèle de l'hypermarché a prouvé sa rentabilité astronomique, la logique financière a violemment pris le dessus sur l'aventure humaine. Le capitalisme de détail s'est révélé être un écosystème carnivore où les pionniers finissent presque toujours par être dévorés par les logiques de consolidation. Dans la guerre impitoyable des prix et des parts de marché, les alliances régionales de record ne pesaient plus rien face à la puissance d'achat centralisé des conglomérats boursiers. La disparition de Record résonne profondément dans la mémoire collective parce qu'elle symbolise bien plus qu'une simple transaction commerciale. Elle marque la fin d'une époque idéalisée. Les années où le slogan « Comptez sur nous » illuminait les téléviseurs étaient celles de l'insouciance, l'âge d'or des Trente Glorieuses, un monde où la consommation de masse était encore perçue comme un progrès joyeux, émancipateur et excitant. Aller chez Record n'était pas la corvée millimétrée que l'on tente d'expédier aujourd'hui entre deux rendez-vous. C'était la grande sortie du week-end. C'était l'odeur si particulière du plastique neuf, l'émerveillement devant les murs vertigineux d'électroménager, les courses de rentrée scolaire qui ressemblaient à une fête, et la cafétéria où l'on déjeunait en famille au son des annonces micro. En démantelant la marque pour la remplacer par des identités standardisées, l'industrie n'a pas seulement rationalisé ses lignes de coûts, elle a banalisé l'expérience d'achat. Elle a transformé le temple de l'abondance en un simple entrepôt logistique, froid et désincarné. Pourtant, malgré les millions de francs puis d'euros dépensés en campagne de rebranding, malgré le démontage systématique des lettres rouges, un phénomène étrange persiste. Dans certaines familles, à Nantes, à Lyon ou près de la frontière allemande, les plus anciens continuent parfois, par un lapsus révélateur et obstiné, de dire « Je vais faire mes courses chez Record ». L'empreinte linguistique et émotionnelle a survécu à la mort commerciale. Les générations qui ont grandi avec ces magasins refusent inconsciemment de laisser mourir ce morceau de leur propre jeunesse. Les enseignes ne sont pas éternelles. Elles naissent, grandissent et meurent souvent dans le silence d'un rachat. Mais leur empreinte sur l'urbanisme et la sociologie d'un pays est indélébile. Record a été découpé en morceaux, digéré par ses rivaux et recraché sous d'autres couleurs. Le dernier dinosaure de Grossbliederstroff a rendu son ultime soupir en 2022, refermant définitivement le grand livre d'histoire de la famille Decré. Mais chaque fois qu'un chariot métallique roule sur le carrelage d'un hypermarché vieillissant en France, l'écho de cette ambition fondatrice résonne encore. Record a perdu la guerre des enseignes, mais la marque a indéniablement gagné sa place dans le grand panthéon des mythes de la société de consommation française. L'histoire de Record nous enseigne une leçon brutale mais essentielle sur la nature du commerce moderne. Un empire ne s'effondre pas toujours à cause d'une erreur de gestion monumentale ou d'un soudain désamour du public. Parfois, une marque adorée par des millions de personnes peut disparaître précisément parce qu'elle est désirable, devenant une proie de choix pour des géants affamés de parts de marché. La famille Decré avait compris avant beaucoup d'autres que la société française changeait. Ils ont bâti des lieux qui n'étaient pas de simples entrepôts de marchandises, mais de véritables carrefours de la vie moderne, des espaces où se sont forgés les souvenirs d'enfance de toute une génération. Le grand frisson des courses du samedi, l'effervescence des galeries marchandes, le slogan rassurant « Comptez sur nous », tout cela faisait partie intégrante du patrimoine culturel et urbain des Trente Glorieuses. Pourtant, dans l'arène impitoyable de la grande distribution, la nostalgie n'a aucune valeur comptable. La disparition progressive de Record, démembrée morceau par morceau jusqu'à l'effacement final et silencieux du dernier magasin de Grossbliederstroff en 2022, prouve une règle cruelle. Les entreprises survivent en s'adaptant, mais elles meurent lentement dès l'instant où elles perdent le contrôle de leur propre destin financier. Quand les immenses lettres rouges ont été démontées pour la dernière fois à la frontière allemande, ce n'est pas seulement une raison sociale qui a cessé d'exister. C'est un fragment entier de l'histoire sociale française qui s'est évaporé. Aujourd'hui, les murs d'origine de ces hypermarchés sont toujours debout, ancrés dans nos banlieues, mais ils portent d'autres noms, appartenant à des conglomérats qui luttent eux-mêmes pour ne pas être avalés demain. Le cycle de l'absorption est infini et le capitalisme de détail ne laisse aucune place au sentiment. Et vous? Avez-vous grandi avec un hypermarché Record près de chez vous ou dans votre région?
Vous souvenez-vous de ces immenses lettres rouges et de vos virées en famille pour le samedi? Partagez vos mémoires et vos anecdotes dans les commentaires ci-dessous, car c'est là que réside le véritable héritage de ces magasins disparus. Si ce voyage dans l'histoire de la grande distribution française vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de l'activer pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les archives oubliées de notre consommation.